Vous êtes bien installés. Pour information, je crois qu'on est en direct sur LCP, c'est bien, on s'intéresse toujours à notre commission. Ça veut dire qu'on dit et fait des choses intéressantes ici, puis qu'on est au fait de l'actualité. Messieurs les ministres, en votre nom à tous, je souhaite donc la bienvenue à Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, et à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre placé auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, qui, évidemment, connaît bien cette commission, puisqu'il en a été le rapporteur général. Donc il a ses marques ici, même s'il revient dans un autre rôle. Vous allez être nos interlocuteurs réguliers pendant au moins plusieurs mois. Et je vous remercie de vous être rendu disponible, je le dis très sincèrement, parce que je sais que ce n'était pas une tâche facile. Vous avez accepté de venir vite devant la commission. Pour tout vous dire, en fait, on s'était entendu dans le bureau de la commission de manière unanime pour, vu les retards que nous avons par rapport à la loi organique en débat budgétaire, pour que dès que vous alliez être nommé, on vous auditionne. Après avoir auditionné il y a quelque temps les ministres démissionnaires, à l'époque uniquement sur l'exécution du budget 2024. Donc on souhaitait vous auditionner. On souhaitait le faire, pour que je sois clair, de manière un peu précédant suffisamment le débat budgétaire lui-même, c'est-à-dire au moment où vous êtes très certainement encore en train de travailler sur le budget. Et donc, merci d'avoir accepté de venir quelques jours après votre nomination. Je sais que c'est pas forcément simple, puisque vous, pour les raisons que je viens de dire, vous êtes très certainement encore en train de travailler sur le budget qui nous sera présenté, sur lequel vous allez voir, nous aurons beaucoup de questions à vous poser. Ce sont à la fois le calendrier et les lignes directrices du nouveau gouvernement en matière de finances publiques qui nous intéressent tout particulièrement aujourd'hui, et la manière dont ce calendrier et ces lignes directrices vont guider votre action au cours des semaines et peut-être des mois à venir. Messieurs les ministres, sans plus attendre, nous vous écoutons. Alors, pour être très clair avec tout le monde, c'est Laurent Saint-Martin qui va introduire de manière exceptionnelle, parce que l'invitation lui avait été envoyée en premier. En fait, en réalité, elle avait été aussi envoyée à Antoine Armand, mais il y a eu des problèmes de transmission, etc. Et comme on s'était entendu sur cet ordre, on va le respecter, mais ça sera un ordre inverse lors des prochaines auditions qui reprendra une forme, disons, plus classique. Les deux ministres sont d'accord avec ce côté exceptionnel. Voilà, Thomas Cazenave se dit peut-être que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu le droit, je ne sais pas. Non ? Merci. Mais c'est... Laurent Saint-Martin. Bien, Monsieur le Ministre, cher Antoine Armand, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai effectivement tenu à venir devant votre commission aujourd'hui avec le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, d'abord pour vous tenir un discours de vérité et de méthode. Et je vous remercie, Monsieur le Président, ainsi que le bureau de la Commission des Finances d'avoir entrepris cette démarche-là. Je la crois nécessaire, même si vous l'avez dit, effectivement, nous sommes en plein travail pour le prochain projet de loi de finances pour 2025. Mais j'accepte et même j'encourage, je crois, le dialogue le plus tôt possible entre le gouvernement et le Parlement en ce qui concerne nos missions. Vous le savez, le Premier ministre l'a rappelé, oui, la situation de nos finances publiques est grave. Et je n'irai pas par quatre chemins. La première vérité, c'est qu'en 2024, le déficit public risque de dépasser les 6% du produit intérieur brut, selon les dernières estimations dont nous disposons. Il y a plusieurs raisons à cela, deux principales, et je n'y reviendrai pas en détail, puisque la dernière audition du 9 septembre, avec Bruno Le Maire et Thomas Cazenave ici présents, vous ont déjà présenté les principales raisons. D'abord, les recettes fiscales, qui sont moins importantes que ce qui était attendu. Et là aussi, je tiens tout de suite à vous dire que j'ai pleinement conscience qu'il y a là un véritable enjeu de pilotage. Et je m'engage à être extrêmement vigilant et aussi extrêmement transparent avec vous sur ce pilotage des recettes. Cet écart s'explique d'abord par la composition de la croissance, davantage tirée par les exportations que par la consommation. Et donc, chacun ici comprendra bien les écarts de TVA et de recettes de TVA que cela engendre. C'est aussi un écart qui s'explique par l'attentisme que nous pouvons observer de la part des acteurs économiques depuis maintenant quelques mois. Et qui dit moins d'activité, dit moins de recettes. Par ailleurs, comme vous l'avez indiqué Thomas Cazenave ici, les dépenses des collectivités territoriales ont été plus élevées que la trajectoire ne le prévoyait, de l'ordre de 16 milliards d'euros pour 2024. Dont acte, je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points aujourd'hui, mais pour regarder l'avenir. Et je rappelle que PLFR après PLFR,
L'État a été présent aux côtés des collectivités, notamment pendant la crise pandémique. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, j'en étais alors le rapporteur général de cette commission. Il fallait le faire, ça a été fait, et aujourd'hui nous avons donc besoin des collectivités. Et je recevrai dans les tout prochains jours les élus locaux pour discuter de la trajectoire financière des collectivités à partir de 2025. Il faudra donc pour l'ensemble des finances publiques que les ministères, les opérateurs, les collectivités locales, les administrations de sécurité sociale fassent ensemble preuve d'une vraie responsabilité afin de tenir les objectifs de maîtrise de dépenses publiques pour 2024. Les plafonds adressés au ministère pour cette année, qui vous avaient été transmis, seront maintenus. Nous n'avons pas de marge de manœuvre en 2024 si nous voulons renouer avec une trajectoire soutenable à partir de 2025. Et redresser les finances publiques, c'est souvent facile à dire et c'est très difficile à faire. Et beaucoup ici le savent et l'ont expérimenté. Ça demande du courage, ça demande une méthode et un discours de vérité et des décisions à assumer. J'aurai prochainement un dialogue avec l'ensemble des ministres, comme il est d'usage chaque année pour le ministre en charge du budget et des comptes publics, pour proposer au Premier ministre un schéma de fin de gestion. Je parle toujours ici de l'année 2024. Et ce schéma vous sera présenté dans un texte financier de fin d'année qui prend désormais la dénomination de loi de finances de fin de gestion. Quant à la méthode, quand j'étais rapporteur général de cette commission, Monsieur le Président, je me suis toujours engagé, vous vous en souvenez, pour consolider les compétences budgétaires du Parlement. Et permettez-moi de dire un petit mot là-dessus. J'ai porté avec Éric Woerth une proposition de loi organique qui les a renforcées. Le rapporteur général Charles de Courson était d'ailleurs membre de cette mission d'information de révision de la LOLF et nous l'avons portée ensemble. Et je voudrais vous assurer que je resterai extrêmement soucieux des prérogatives financières des deux assemblées dans mes nouvelles fonctions. Et cette méthode, je veux vous proposer donc de la construire ensemble. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai tenu à venir vous rencontrer au plus vite avec le ministre de l'économie. Et c'est pour cela aussi que j'ai tenu à réserver à cette commission ma première prise de parole. Je vous remercie donc d'avoir organisé cette audition dans les plus brefs délais. Depuis samedi, sous l'autorité du Premier ministre, je suis au travail pour être en capacité de vous présenter le projet de loi de finances pour 2025 pour la semaine du 9 octobre. Qui dit nouveau gouvernement dit nouveau texte. Aussi, vous comprendrez que le contenu ne vous en sera pas ici dévoilé aujourd'hui, ce n'est pas le calendrier. Nous sommes encore au travail, nous l'écrivons pendant que nous vous parlons, et je concentrerai mon propos sur l'exécution de la fin de l'année 2024. Si vous me le permettez, dans le souci d'éviter les redites et de rester concis, je ne répéterai pas tous les détails des chiffres que Bruno Le Maire et Thomas Cazenave avaient ici présentés devant votre commission, mais je répondrai avec plaisir à vos questions à ce sujet lors de notre temps d'échange. Je l'ai dit lors de ma prise de fonction dimanche dernier, la situation actuelle est d'abord la conséquence de choix forts que le pays, collectivement, a fait. À l'époque, nous avons choisi de protéger les travailleurs face à la crise Covid, avec un dispositif d'activité partielle parmi les plus généreux et les plus efficaces d'Europe. Nous avons choisi de protéger nos entreprises avec les prêts garantis par l'État, les reports et les annulations de charges, le rééchelonnement des crédits bancaires ou encore le fonds de solidarité. Nous avons choisi de relancer massivement l'économie avec France Relance. Nous avons choisi d'investir massivement dans les usines, les entreprises, les technologies de demain avec France 2030. Nous avons choisi de protéger le pouvoir d'achat des Français face à l'envolée des prix de l'énergie et face à l'inflation. Ces choix, je n'en fais ici ni un bilan de fierté, ni un passif. J'explique juste que ce sont des choix qui, aujourd'hui, nous amènent à une situation qui nous oblige à réagir en termes de redressement des finances publiques. Et je considère, à titre personnel, que ces choix, il fallait les faire. Et nous étions nombreux ici à penser la même chose il y a quelques années. Parce qu'il se trouve qu'au moment où le déficit était au plus haut, nous avons, dans cette commission, eu plusieurs projets de loi de finances rectificatives, rien que 4 sur l'année 2020, souvenez-vous. Et je me souviens très bien des débats que nous avions. Il y avait, Monsieur le Président, des milliers d'amendements, souvent pour dépenser plus. Et ce n'est pas un reproche, puisqu'il y avait besoin de ce quoi qu'il en coûte. Il y avait besoin de relancer l'économie, il y avait besoin d'investir juste après la protection de notre tissu économique et social. Et donc il y avait, de façon assez transpartisane, voire totalement transpartisane, ce choix collectif qui a été fait de dépenser davantage pour protéger, et tout le monde s'accordait sur sa nécessité. Je crois que nous avons eu raison, mais en faisant porter l'effort sur nos finances publiques, et en préservant les forces de notre pays et en consolidant les fondamentaux de notre économie, nous avons aujourd'hui une responsabilité.
Et je souhaite, et je vous propose, que nous fassions ensemble le choix du redressement. Je vous ai exposé clairement quelle était la situation des finances publiques. Il nous faut maintenant nous remettre sur les rails du redressement de ces mêmes finances publiques. Notre pays a déjà démontré qu'il savait emprunter ce chemin. Je rappelle qu'avant la crise Covid, le déficit public avait été ramené sous la barre des 3% du PIB. J'ajoute que nous étions sortis de la procédure de déficit excessif en 2018. C'est possible. Cela a été fait il n'y a pas si longtemps. Et ça, ce n'est pas le bilan de tel ou tel camp. Regardez les années. Il y avait des gouvernements socialistes, puis après des gouvernements sous la présidence d'Emmanuel Macron. Cela s'est fait de façon transpartisane. C'est le fruit d'efforts continus que différentes majorités ont eu le courage de faire depuis 2012 et de poursuivre à partir de 2017. Et donc je vous proposerai dans les prochains jours, avec le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, des choix forts, comme je l'ai dit, pour redresser nos finances publiques. Je sais que vous aurez également des idées et des propositions, et nous y travaillerons ensemble, si vous le voulez bien, dans une logique qui se rapproche de la co-construction pour trouver le chemin de ce redressement. Avant de vous revenir dans 2 semaines vous présenter ce nouveau texte, je veux aujourd'hui vous dire quelle est ma vision que nous devons emprunter si nous voulons retrouver une trajectoire soutenable et responsable. Je veux vous dire quels seront mes engagements en tant que ministre du Budget et des Comptes publics sous l'autorité directe du Premier ministre. Et l'ordre des leviers que je vais vous citer est important. Premier levier, la réduction de la dépense publique. Ma conviction, c'est que puisque notre situation actuelle est due à une hausse de la dépense publique, alors ce sont les dépenses publiques qu'il faut d'abord baisser aujourd'hui tout en veillant à leur efficience. Et j'insiste sur ce terme. Il ne s'agit pas de baisser la dépense publique bêtement, uniquement par le rabot. Il s'agit de rester en capacité à réfléchir ensemble à comment transformer la dépense publique, comment transformer l'action publique pour avoir une dépense plus efficiente. Ce sera une boussole permanente. D'ailleurs, l'État a déjà commencé à maîtriser fortement ses dépenses. En 2023, sur le périmètre des dépenses de l'État, nous avons sous-exécuté de 7 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale. Comme quoi, là aussi, c'est possible. Je veux d'ores et déjà lever tout doute sur ce point, parce que je sais qu'il peut susciter beaucoup d'interrogations. Ma vision, c'est que nous ne redresserons pas nos finances publiques avec, d'une part, la baisse de la dépense publique et de l'autre, le levier fiscal en même temps. Ça ne marchera pas. Nous redresserons les comptes en réduisant nos dépenses d'abord et prioritairement. Nous sommes déjà l'un des pays d'Europe qui taxe le plus. Il serait irresponsable et injuste d'en demander davantage. Mais par ailleurs, nous engagerons bien un travail sur la justice fiscale, qui est un chantier essentiel. J'y reviendrai dans un instant. Deuxièmement, il nous faut financer les priorités du gouvernement qui sont les priorités du pays. Le Premier ministre viendra présenter devant le Parlement le 1er octobre sa déclaration de politique générale à ce sujet, et vous comprendrez que je ne m'exprimerai pas sur les priorités du gouvernement devant vous aujourd'hui. Troisièmement, la justice fiscale. Sous l'autorité du Premier ministre, qui en a fait une priorité forte de son action, et il l'a répété à plusieurs reprises, je m'engage à assumer, avec le ministre de l'Économie, et à animer un débat au Parlement sur la justice fiscale. Je crois sincèrement que notre pays a besoin de ce débat. J'ai parlé de la modernisation de la loi organique relative aux lois de finances que nous avons menée avec Éric Woerth, où nous avons introduit le débat sur la dette. De la même façon, je crois qu'un débat sur la justice fiscale, sans qu'il soit reconnu organiquement, est absolument nécessaire, et particulièrement en ce moment. Sans justice fiscale, pas de consentement à l'impôt. Des contributions ciblées pourront être étudiées avec vous, des contributions ciblées pour un effort de solidarité nationale, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Le gouvernement est prêt à avoir cette discussion avec les parlementaires. En revanche, le Premier ministre l'a très clairement affirmé, et je le refais devant vous, en aucun cas nous taxerons davantage les gens modestes, les classes moyennes, pas plus que nous taxerons le travail. Pour tous ces Français, nous ne reprendrons pas d'une main le pouvoir d'achat que nous avons rendu de l'autre ces dernières années. Enfin, il nous faut protéger ce qui fonctionne dans ce pays. La politique de l'offre, je le crois, c'est une conviction intime, a démontré son efficacité. Concrètement, ce sont des usines qui rouvrent partout en France, ce sont des entreprises en meilleure santé, qui investissent dans les territoires, qui recrutent, qui exportent aux 4 coins du monde. C'est une compétitivité retrouvée qui permet aujourd'hui à la France d'être le pays le plus attractif d'Europe depuis 5 ans. Il ne sera donc pas question de casser cette politique de l'offre, pas plus qu'il ne sera question de transiger avec le pouvoir d'achat des Français ou la compétitivité des entreprises.
Pour redistribuer, il faut commencer par produire des richesses. Pour redresser les finances publiques, il faut qu'il y ait de l'activité. Nous y travaillerons avec le ministre de l'économie, qui, je le sais, partage les mêmes convictions. Mesdames et messieurs les députés, je ne serai pas plus long. Je tiens à laisser le plus de temps possible aux échanges, car je crois aux vertus du dialogue. Je crois l'avoir démontré ces dernières années à vos côtés. Et je vous le redis, je suis à votre disposition, ma porte vous est ouverte, et je veux, si vous en êtes d'accord, vous proposer ce travail de construction commune sur la base du texte qui vous sera présenté la semaine du 9 octobre. En conclusion, notre pays a un problème collectif de dépenses publiques. Et nous aurons donc besoin d'une réponse collective à apporter pour réduire les dépenses. Je réunirai cette semaine l'ensemble des parties prenantes à cet effort collectif afin d'engager le dialogue, vous-même parlementaires bien sûr, partenaires sociaux, élus locaux. Vous le savez, ce gouvernement a été nommé à un moment critique pour le pays, avec pour mission et pour responsabilité de faire des choix courageux. Ces choix, je souhaite très sincèrement que nous en débattions et que nous les construisions et que nous les assumions ensemble. Merci. Monsieur le ministre, Antoine Armand. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, cher Laurent Saint-Martin, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général du budget, Mesdames et Messieurs les députés, je suis heureux de vous retrouver quelques jours après ma nomination afin d'échanger sur notre situation économique, sur la situation économique et financière de notre pays, sur le cadre macroéconomique aussi dans lequel nous nous trouvons. Un mot d'abord, si vous le permettez, sur le contexte européen, pour rappeler que la croissance agrégée de la zone euro est peu dynamique, inférieure à 1% en 2024, et qu'elle devrait le rester. Cette situation, mesdames et messieurs les députés, elle doit nous conduire, comme l'a déjà souligné le rapport Draghi-Letta, à prendre de nouvelles initiatives pour renforcer notre croissance et pour améliorer notre productivité. C'est un sujet sur lequel je souhaite travailler dès maintenant avec nos partenaires européens et avec la nouvelle Commission européenne. Dans ce contexte européen, mesdames et messieurs les députés, je veux vous dire que sur le plan économique, la France résiste. La croissance française, elle a atteint 1,1% en 2023. Elle était donc proche de son niveau potentiel. Le pouvoir d'achat, lui, a progressé de 0,8% en 2023 et il devrait croître en 2024 de 1,4%. L'inflation, quant à elle, est passée sous la barre des 2% au mois d'août dernier. Notre croissance, elle demeure donc robuste. Elle est portée par des fondamentaux solides. En témoigne le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans dans notre pays. En témoigne le fait que la France demeure le premier pays européen en matière d'investissement étranger. En témoigne aussi le fait que l'activité a crû de 3,3% en cumul depuis 2019 par rapport, si je prends cet exemple, aux 0,3% affichés par l'Allemagne sur la même période. Pour l'année 2024, mesdames et messieurs les députés, je vous confirme que la croissance devrait se stabiliser à 1,1%, légèrement au-dessus donc de la prévision présentée par le précédent gouvernement au printemps dernier. Cette croissance, soyons lucides, demeure insuffisante pour nous offrir des marges de manœuvre budgétaires. Et comme vient de le rappeler Laurent Saint-Martin, le déficit public en 2024 devrait être très élevé. En réalité, l'un des plus élevés en dehors de périodes de crise exceptionnelles. Sur ce sujet, je voudrais également apporter quelques précisions sur le niveau de notre dette. Je vous rappelle, mesdames et messieurs les députés, qu'elle était en 2023 de 3 100 milliards d'euros, soit 111% de notre produit intérieur brut. C'est évidemment d'abord le résultat de l'accumulation de nos déficits publics depuis plusieurs décennies, et je rappelle que c'est la 50e année d'affilée que nous n'équilibrons pas notre budget annuel. C'est aussi, je le dis ici, le résultat du soutien apporté à la fois à la population et à notre économie pendant la crise du Covid et pendant la crise énergétique pour protéger les Françaises et les Français. Mesdames et messieurs les députés, contenir, réduire le niveau de la dette, c'est un enjeu de souveraineté nationale. Mais c'est aussi un enjeu pour les marges de manœuvre dont nous disposons. Car, je vous le rappelle, les intérêts de la dette atteignaient 48 milliards d'euros en 2023. Cette charge devrait dépasser 50 milliards
d'euros en 2024. Pour le dire autrement et simplement, c'est 1 euro sur 8 du budget de l'État qui ne peut être utilisé pour financer nos services publics. Dans ce contexte contraint, Mesdames et Messieurs les députés, avec le ministre du Budget et des Comptes publics, nous vous proposerons un budget de vérité, d'effort, qui nécessitera des mesures de redressement conséquentes. Et cet effort devra être partagé. Il doit d'abord et avant tout y avoir un effort sur les dépenses publiques. Et je vous rappelle qu'elles ont considérablement augmenté. Depuis 2019, c'est une hausse de 100 milliards d'euros pour les dépenses de l'État, 50 milliards d'euros pour les dépenses d'assurance maladie et 50 milliards d'euros pour les collectivités locales. Chacun devra prendre sa part. Et ce n'est qu'en faisant d'abord un effort sur les dépenses publiques que nous pourrons ensuite ouvrir le débat sur l'augmentation nécessaire et conditionnée des recettes. Ce budget, il veillera à préserver la croissance et l'emploi. Ils seront les piliers de ma stratégie économique. Ils sont indispensables, à la fois pour mener la transition écologique et pour financer le modèle social auquel nous sommes toutes et tous particulièrement attachés. Nous préserverons aussi les avancées en matière d'attractivité, d'emploi et de soutien à notre tissu économique et réalisées par la précédente majorité. Ce budget, Mesdames et Messieurs les députés, il sera aussi juste. Nous ne serons pas le gouvernement des impôts injustifiés et je ne serai pas le ministre de la confiscation fiscale. Je m'assurerai de ne pas augmenter la charge qui pèse sur les classes moyennes ni sur les Français et les Françaises qui travaillent. Mais il ne faut pas s'interdire de réfléchir à des prélèvements ciblés, exceptionnels, sur les entreprises et les Français qui ont une capacité contributive. Ce budget, Mesdames et Messieurs les députés, engage la crédibilité de la France. Il l'engage auprès de nos partenaires européens au premier chef. Je vous rappelle que la Commission européenne a ouvert une procédure pour déficit excessif contre la France en juillet 2024. Ma mission est donc de conserver un lien de confiance avec nos partenaires et de leur présenter une trajectoire économique et financière qui soit à la fois soutenable, cohérente et crédible. Pour ce faire, depuis ma prise de fonction, j'échange avec mes homologues européens, mais, et je voulais vous le dire aujourd'hui, par respect plein et entier du débat parlementaire, pour travailler dans les meilleures conditions possibles, j'ai demandé et obtenu un délai supplémentaire jusqu'au 31 octobre pour transmettre le budget à la Commission européenne, budget qui vous sera soumis, le ministre vient de le rappeler, la semaine du 9 octobre. En conclusion, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, vous l'avez compris, face à la situation inédite que notre pays traverse, nous devons poursuivre le renforcement économique de notre pays, de nos entreprises, soutenir nos concitoyens, assurer la maîtrise de nos comptes. Il s'agit d'une question de souveraineté nationale. Et pour ce faire, je m'engage à faire preuve de responsabilité, de transparence et de dialogue avec chacun d'entre vous. Je serai, avec le ministre chargé du budget et des comptes publics, avant, pendant et après le débat budgétaire, pleinement à votre écoute. Je vous remercie. Merci.